Alors, je renvoie d'ores et déjà, effectivement, aux actes du colloque Napoléon et l'économie, puisque c'est là qu'on y parle de la création de la Banque de France, qui est créée pour aider le commerce, ce qui fait qu'elle rentre parfaitement dans le cadre de cette session. Et donc, parlant de Napoléon, je vais le citer, puisqu'il dit cette phrase fondatrice en 1806, quand est créé le statut de la Banque de France. Je veux que la Banque de France soit dans les mains de l'État et n'y soit pas trop. Napoléon III, lui, n'a pas écrit sur la Banque de France. En revanche, Louis-Napoléon, dans des idées napoléoniennes qu'on a évoquées hier, reprend les idées de Napoléon sur la banque en disant il favorisa la création de la Banque de France, mais tout en la rendant indépendante du gouvernement, donc on reparle de cette indépendance, il exerçait sur elle une action de contrôle. Il demandait non qu'elle lui prêtât de l'argent, mais qu'elle présentât des facilités pour réaliser à bon marché les revenus de l'État aux époques et dans des lieux convenables. Il avait l'intention d'ériger des succursales de cet établissement dans toutes les grandes villes de France. Cette phrase est importante, on va y revenir après. Alors là, je vais un peu nuancer, je ne suis plus salarié de la Banque de France, donc je le peux, le discours du gouverneur d'hier, qui a peut-être un peu trop fait la part belle au rôle de la Banque de France. Il faut savoir que la banque, à l'époque, est totalement frileuse, et c'est le gouvernement qui l'a fait agir, qui l'a fait évoluer, parce qu'il a sur elle des leviers que nous allons évoquer tout à l'heure. Pourquoi je vais surtout parler du comte d'Argout? Parce que la banque a eu la chance, il y a quelques années, d'acheter une partie du journal d'Argout. Il y en a encore une qui se balade dans la nature, mais qui porte sur ces années 1850, et donc celles qui sont à nouveau une grande discussion sur le privilège de la Banque de France. Alors c'est qui d'Argout? D'Argout, c'est un homme étonnant. Il est né en 1782, ce qui veut dire que dans la période qui va nous occuper, il a quand même plus de 70 ans. Il a commencé petitement comme expéditionnaire quand il avait 20 ans, puis il a fait une assez bonne carrière sous l'Empire. Il se rallie très facilement aux Bourbons en 1814. Il est d'abord au Conseil d'État, ensuite il devient préfet. Et grâce à son ami Decazes, parce qu'effectivement on retrouve toujours les gens qu'on aime, il devient pair de France en 1819, et là il siège plutôt du côté de la droite modérée. En juillet 1830, il a un rôle politique important puisqu'il est un des trois hommes qui vont essayer de trouver une solution au problème des ordonnances de Charles X en essayant de faire une négociation entre Charles X et la commission municipale. Il échoue, il se rallie sans problème à Louis-Philippe et là, il commence une carrière ministérielle. Il est d'abord ministre de la Marine en novembre 1830, puis du Commerce et des Travaux publics en 1831. Et le 31 décembre 1832, il échange son portefeuille avec Thiers et il devient ministre de l'Intérieur. Puis la carrière ministérielle s'achève. Il n'est pas dans le gouvernement du 4 avril 1834, mais compensation, le lendemain, il est nommé gouverneur de la Banque de France. Il a 50 ans. Alors là, il y a une petite bizarrerie qui serait absolument impossible aujourd'hui. C'est que le ministre des Finances, Georges Humann, démissionnant très inopinément 2 ans plus tard, le 25 février 1836, d'Argout est nommé ministre des Finances. Et son siège à la banque n'est pas occupé par un nouveau gouverneur, mais par un régent qui assure l'intérim. Le ministère s'arrête le 5 septembre et Dargout récupère son poste à la Banque de France où il restera jusqu'à sa mort. Arrive la Deuxième République. Dargout n'a absolument aucun problème pour se rallier à la Deuxième République. Arrive le coup d'État. Le 11 décembre 1851, il est membre de la commission consultative qui est instituée. Et ensuite, il est sénateur dès la constitution du Sénat impérial. Donc c'est un homme parfaitement accommodant. Je n'ai pas donné d'illustration, mais si vous voulez savoir à quoi ressemble Dargout, vous allez au musée d'Orsay, vous voir les petites statuettes de Daumier. Dargout a une caractéristique qui a fait l'objet de très nombreuses caricatures. Il a un très grand nez. Même dans les portraits officiels, il est immense. Il a 2 sous-gouverneurs qui sont eux aussi de vieux fonctionnaires, puisque l'un qui vient de la politique, Jean-Élie Gauthier, est sous-gouverneur depuis 1833, et l'autre, Charles Verne, qui est un banquier, qui est donc plus proche des régents, est sous-gouverneur depuis 1832. Et comme l'a dit le gouverneur hier, Dargout voit défiler les ministres des Finances.
même sous le Second Empire, mais il y en a quand même qui ont plus de poids que d'autres. Il y a deux qui vont beaucoup compter, Achille Fould et Pierre Magne. Pourquoi ils comptent beaucoup? Parce que quand ils ne sont pas ministres des Finances, ils sont quand même toujours au gouvernement et toujours dans des responsabilités liées à l'économie. Donc ce sont des proches de l'empereur. Il y en a un troisième qui aurait pu avoir le même rôle, c'est Bineau, mais il est emporté par la maladie en 1855. Et c'est donc avec eux que Dargaud va négocier plusieurs fois le statut de la Banque de France. Alors c'est quoi la Banque de France? C'est un établissement privé qui a des actionnaires dont les 200 plus importants ont seuls le droit de vote en Assemblée générale. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces actionnaires? Ils veulent des faibles coûts de fonctionnement et des gros dividendes. Et surtout, pas de prise de risque. Dans leurs affaires, ils peuvent prendre des risques, mais alors la banque, ça doit être un placement de père de famille. Donc ils ne veulent pas de choses qui coûtent, et notamment dans les choses qui coûtent, il y a les succursales. Donc ils restent frileux. En revanche, l'État veut qu'on favorise le crédit. On trouve toujours des situations assez parallèles. Aujourd'hui, le gouvernement et les banques centrales s'opposent toujours sur des questions de taux d'intérêt. Il n'y a qu'à voir la presse actuellement. Quels sont les leviers du gouvernement sur la banque? Il y en a deux. La nomination du gouverneur, puisqu'il est révocable ad notam, et le renouvellement du privilège. La banque, justement à cause de ces choses, avale beaucoup de couleuvres, mais elle arrive quand même à trouver des choses. Alors qu'est-ce qui se passe? On va commencer par 1848, parce qu'avant le Second Empire, il y a quand même la Seconde République. Crise économique, mars 1848, décret de Garnier-Pagès, le ministre des Finances, qui institue plusieurs choses. Le franc, la monnaie légale devient le billet. Il a un cours forcé, ce qui veut dire qu'on ne peut plus l'échanger contre des espèces métalliques. La circulation des billets reste limitée et on crée une petite coupure destinée à favoriser l'usage du billet. La petite coupure est de 100 francs. Vous allez dire c'est pas beaucoup. Si, c'est beaucoup, c'est 400 € d'aujourd'hui, donc c'est quand même pas accessible. Mais ça permet quand même une irrigation du commerce. Ça permet aussi de diffuser dans tout le pays l'usage du billet de la Banque de France, qui restait quand même avant plutôt l'apanage des grandes villes. Avec la crise, le gouvernement demande aussi que la banque fasse un prêt au Trésor sans intérêt de 50 millions de francs, 3 mois renouvelables, avec prolongation possible au-delà d'un an. En juin, vu la crise sociale, deuxième prêt qui est porté à 150 millions de francs. Un an plus tard, on se rend compte que seuls 50 millions ont été prélevés, donc on proroge le prêt, mais on diminue son montant. Et la banque demande quand même qu'on maintienne le cours forcé, qui est donc maintenu jusqu'au 6 août 1850. En 1851, le 27 novembre, comme il reste 25 millions à débloquer, le ministre demande leur débloquement, et ils seront débloqués le 8 décembre. D'où la rumeur laquelle Alain Plessis a éliminé que la Banque de France aurait financé le coup d'État du 2 décembre. Non, il y a effectivement un concours de circonstances. Mais ce prêt est tellement pratique que Bineau, dont j'ai parlé, le 24 février 1852, en demande la prolongation. Il demande d'autres choses aussi à la banque. Il demande que la banque fasse des avances sur les actions et les obligations des chemins de fer. On en a parlé hier. La banque accepte, parce que c'est une demande, mais enfin, comment dire, c'est une demande de l'État. Et il demande aussi, et ça c'est une demande extrêmement importante, puisque ça touche le commerce, que le taux de l'escompte, qui n'avait pas bougé depuis 1820, qui était à 4%, sauf une brève augmentation en 1847 à 5%, descende à 3%. Évidemment, la banque demande des compensations, et la compensation qu'elle obtient, c'est qu'on abroge un article de la loi de 1840, qui était celle du précédent renouvellement du privilège d'émission. Le privilège d'émission, c'est important, ça veut dire que seule la banque a le droit d'émettre des billets de banque en France. Donc, grâce à cette prolongation de 1852, 15 ans de plus, ce qui va amener l'échéance à 1867, donc 12 ans de plus par rapport au privilège initial. Pour la banque, c'est extrêmement important parce que d'autres sociétés, à cette époque, voulaient déjà émettre des billets, notamment les sociétés de crédit foncier, notamment le Crédit foncier de France, qui aurait été très désireux de pouvoir lui-même avoir ses billets.
Donc, inutile de vous dire qu'on voit dans le PV du Conseil général la demande des régents qu'on fasse des remerciements les plus chaleureux au ministre des Finances et ensuite au prince Louis-Napoléon. Tous les indicateurs sont au vert, le commerce marche merveilleusement, le taux de croissance à 24%, on l'a dit hier, les taux d'investissement sont parmi les plus élevés du siècle. Tout cela inquiète la banque, comme toutes les banques centrales. Donc elle veut restreindre le crédit, car elle constate également, et Arnaud Manas a donné des explications hier sur le sujet, que l'encaisse métallique baisse de façon extrêmement inquiétante. Le gouvernement, lui, aimerait que l'on continue à maintenir le taux d'escompte, parce que les régents n'ont toujours pas digéré la baisse à 3%. Ils voudraient absolument le voir remonter. Je veux dire, on est encore dans le duel banque centrale contre gouvernement. Ils l'obtiennent. Le 6 octobre 1953, ça passe à 4%, et le 6 octobre 1854, ça passe à 5%. Le gouvernement demande à nouveau à ce que le taux diminue. Donc, le 4 mai, l'Argout, dont je vous rappelle qu'il est révocable ad nutum par n'importe quel Conseil des ministres, et dont Louis-Philippe disait « Je peux lui demander ce que je veux, sauf sa démission ». Donc, le 4 mai, Dargout fait une proposition aux régents pour ramener le taux d'escompte à 4%. Les régents sont vent debout contre, notamment les banquiers. Néanmoins, le 11 mai, le Conseil général se réunissait toutes les semaines, il obtient la baisse du taux de l'escompte. Sauf que le problème, c'est que ça ne résout pas. On continue à réclamer de l'encaisse métallique, il y a la queue aux portes de la banque. Donc, le Conseil des ministres lui-même, et ça on le sait par le journal de Fourtoul qui a été édité, qui était ministre de l'Éducation nationale, mais qui tenait un journal. Et donc, le 3 octobre 1955, le Conseil des ministres évoque la banque. Magne a exposé la situation extrême où se trouve la banque par suite de la rareté du numéraire qui s'en va à l'étranger pour la guerre, pour l'emprunture, pour les achats de grains. La banque propose des mesures pour restreindre ses affaires. On discute ces mesures. On convient que le soir, l'empereur recevra M. Dargout. Le lendemain, il y a Conseil général et Dargout présente la situation. Le taux d'escompte à la suite remonte à 5%, donc on pense que Dargout a pu convaincre le gouverneur, avec une réduction de la durée d'échéance de l'escompte qui passe de 90 à 75 jours. Et le 18, le taux d'escompte remonte encore à 6%. Nouveau journal de Fourtoul. Au Conseil des ministres, le débat principal porte toujours sur la banque, dont Magne défend les mesures. Donc, je veux dire, Dargout a quand même le soutien du ministre des Finances, mais dont Billot, ministre de l'Intérieur, voudrait voir changer la direction. J'ai toujours cette possibilité à la veille de l'Assemblée générale des actionnaires, qui se tient traditionnellement en janvier, Magne reçoit la visite du gouverneur et de ses deux sous-gouverneurs. La question discutée était de savoir s'il fallait rétablir l'échéance de 90 jours. Et Dargout ajoute, au Conseil général, personne n'avait fait la proposition. Et Magne dit, ce qui montre quand même que c'était un grand politique, le pire serait, après avoir supprimé la restriction dans les échéances, d'être obligé de la rétablir quelques jours plus tard. La semaine suivante, nouvelle audience. L'amélioration de la situation de la banque est peu sensible et nous ne voyons point encore se dessiner l'époque du retour des espèces. Tout va changer avec la perspective de la paix en Crimée. Là, Magne devient un petit peu plus exigeant. Et le 24 mars, alors que le traité de paix va être signé, il demande à ce que la paix signée et le canon tiré soient convoqués. Alors ça, je cite le journal de Dargout. « Je convoquerai une séance extraordinaire du Conseil à 11h précises du matin afin que la nouvelle puisse être connue à la Bourse avant son ouverture. » Ce qui est demandé, c'est baisse du taux de l'escompte. Et Dargout note quand même, si le journal est intéressant, que les raisons qui font qu'on accepte sont bien plutôt politiques qu'administratives. La banque n'était pas assez renforcée dans ses encaisses pour que ces mesures ne fussent très hardies. Mais qu'entre l'alternative politique de rendre la banque odieuse et des mesures administratives très hardies, j'avais cru ne pas devoir exister.
Sauf que la situation de l'encaisse métallique continue à se dégrader énormément. Et donc, Dargout retourne voir Magne et lui demande quelque chose qui est extrêmement fort. Il lui demande qu'on rétablisse le cours forcé. Puisque la banque n'a plus les moyens de donner du métal, il faut que seul le billet de banque ait cours légal. Alors là, la réponse, comme le note Dargout, à l'unanimité, le Conseil des ministres refuse. Et Dargout implore une audience de l'empereur, envoie un de ses sous-gouverneurs à Saint-Cloud pour pouvoir voir l'audience, pour avoir cette audience. Dargout note, Sa Majesté l'Empereur a été frappé. Non, c'est Gautier dit à Dargout, Sa Majesté l'Empereur a été frappé, et même je suis convaincu que je l'ai ramené à notre opinion, ce que Dargout ne croit pas. Parce que, comme on lui signale que l'Empereur est resté impassible, il pense que les ministres de leur comté vont tout faire pour obtenir ce qu'ils veulent. Finalement, un conseil des ministres se tient. À l'issue du conseil des ministres, Dargout et les sous-gouverneurs sont convoqués. L'empereur nous déclara qu'il avait décidé que la banque ne se servirait que de moyens coercitifs. Ils furent passés en revue et l'échéance de 60 jours y fut mentionnée. C'est-à-dire qu'on ne touche pas au cours forcé, mais à nouveau, on joue sur l'escompte. Les mesures sont prises immédiatement. La bourse baisse, mais aucune chute de l'escompte. Donc ça veut dire que l'activité commerciale se maintient, ce qui reste quand même l'objectif de la banque. Et le 26 février suivant, c'est quand même 6 mois plus tard, on revient aux 90 jours, Dargout estimant que l'encaisse est revenue à un niveau satisfaisant, alors qu'il est toujours lancinant. Et le 4 juin, après avoir examiné la situation, Dargout, il ne dit pas qu'on lui a demandé, mais Dargout propose au Conseil que l'on baisse à nouveau le taux de l'escompte alors que rien ne le justifie. Mais il y a un petit problème au même moment qui prend sa racine 2 ans avant. C'est que la question du privilège, qui est toujours la question lancinante pour la banque, qui est qu'un jour on risque de lui dire finalement c'est plus vous qui allez avoir le privilège d'émettre les billets. Et 1867 s'écourt au même moment, les sociétés de crédit obtiennent des périodes de 50 ans, voire de 99 ans, pendant lesquelles elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Donc fin 1855, poussé par ses actionnaires, parce que lui est réticent, Dargout demande déjà à Magne une prolongation du privilège, et Magne lui dit on va voir après la fin de la crise monétaire. En février, nouvelle relance, et là, Magne lui souligne, en disant écoutez, oui, on peut le faire, mais je vous préviens tout de suite, l'opinion publique vous demandera une chose, c'est le doublement du capital. Or, doubler le capital de la banque, ça veut dire, pour tous les actionnaires, diviser les dividendes par 2, parce que les dividendes ne vont pas augmenter. Donc, forcément, les régents sont contre. Dargout, ménageant la chèvre et le chou, crée une commission interne à la Banque de France pour rédiger un rapport sur la question de la prorogation de 50 ans du privilège. Le rapport est finalement assez simple. On veut le privilège et en échange, nous ne vous accorderons rien. Donc il remet le rapport à Magne, et Magne répond qu'il ne rencontrait en haut lieu, je suppose que c'est l'empereur, que des vues tout à fait contraires à celles de la commission, qu'il fallait se garder de rien brusquer et que le plus sage serait d'attendre. Les régents se disent bon, on est en 56, on a encore 11 ans devant nous, on va peut-être attendre un peu. Et alors là, il y a un grain de sable qui se glisse dans la mécanique, c'est que fin 1856 paraît une brochure anonyme titrée « Renouvellement immédiat du privilège de la Banque de France ». Alors vous allez me dire, ça fait les affaires de la banque. Tu Dieu. On a dit que c'était les Pereire qui en étaient les inspirateurs. On sait que c'est un Saint-Simonien qui s'appelle Duveyrier qui l'a écrite. Et Dargout résume ainsi le thème de la brochure. Planche des billets de la Banque de France mise à l'entière discrétion des chemins de fer. Vous voyez, le problème, c'est que la brochure a beaucoup de succès. Et qu'ayant beaucoup de succès, Magne dit à Dargout qu'il l'engage très vivement à établir la demande d'un renouvellement de privilèges et à conférer avec lui afin qu'il puisse en entretenir successivement l'empereur et se mettre d'accord
s'il le faut, avec la banque. Si vous voyez bien la hiérarchie des possibles. Donc, le 17 janvier 1857, Dargaud présente à sa commission les demandes des ministres. Suppression de la limite du taux d'intérêt légal, possibilité de rembourser les billets dans n'importe quel lieu, cours légal, création d'une succursale par département et doublement du capital. Comme il faut, tout ça, c'est un processus législatif et que le corps législatif doit se réunir prochainement, intervient à ce moment-là quelqu'un dont on a parlé hier, le vice-président du corps législatif, Eugène Schneider, qui en assure la présidence effective et qui est membre du Conseil des général. Donc il est régent de la banque. Il est à la fois politique et à la banque. Et il devient un peu l'intermédiaire. Et il déclare à Dargaud que l'augmentation de capital, c'est possible, avec emploi immédiat en rente, et que ça devrait passer assez facilement. Sauf que c'est la période de l'Assemblée générale des actionnaires, et quand Dargaud soumet l'idée du doublement de capital, tout le monde est vent debout contre. Le 2 février, nouvel entretien avec Magne. Et là, même si Magne dit que rien n'est décidé, Dargaud estime « J'ai cru m'apercevoir que la volonté de l'empereur en ce qui touche le doublement était beaucoup plus arrêtée qu'il ne le disait. » Et effectivement, l'empereur demande à ce que soit créée une commission qui sera présidée par Schneider, qui aurait pour but de rechercher les causes de la pénurie du numéraire, c'est-à-dire en clair de se mêler des affaires de la banque. Et seul Dargaud en fait partie, ces deux sous-gouverneurs n'en font pas partie. Et là commence le processus où, le 31 mars, Magne se sert de Schneider pour faire communiquer ses intentions à Dargaud, en disant que ça va être augmentation, prêt de la banque au Trésor, compensation d'intérêt, et l'intérêt pour ces avances suivrait le taux de l'escompte sans pouvoir dépasser 4%. La commission interne à la banque, évidemment, continue à être vent debout contre, essaye de convaincre une fois de plus Magne, convocation à nouveau au ministre, et finalement, à la fin, Schneider à nouveau intervient auprès de Dargaud et le presse sur la nécessité pour la banque d'accepter, malgré leurs inconvénients, les 3 dernières conditions du ministre. Et il vous reste 1 minute. Eh bien, c'est bien simple. On va aller assez vite. Le processus législatif a lieu. Il ne pose pas trop de problèmes. Les députés au corps législatif demandent tous des créations de succursales, bien évidemment. In fine, le 8 juin, le Sénat vote la loi. Elle est signée le 9. Le 10 juin, Magne et Dargaud signent le traité entre la Banque et le Trésor qui va permettre une nouvelle avance de la Banque au Trésor. Le jeudi 11 juin, Dargaud préside son dernier conseil. Il est remplacé par Germiny, qui est le gouverneur du Crédit foncier de France. Les 2 sous-gouverneurs sont remplacés successivement. Verne est remplacé le 1er août, Gauthier meurt le 30 janvier 58, il est remplacé le 3 février suivant. Dargaud lui-même ne survit pas à cette période et meurt le 15 janvier 1858. Je terminerai juste par une anecdote. C'est que, bien entendu, à ce moment-là, il a fallu ouvrir des succursales. Donc les demandes ont commencé à affluer, même s'il n'en a eu qu'une cinquantaine, comme l'a dit hier Mathieu de Oliveira. En l'occurrence, en 58, la ville de Bastia a demandé qu'on ouvre une succursale chez elle. Donc on a fait un rapport sur la situation économique en Corse. J'espère qu'il n'y aura pas de Corse dans la salle que je pourrais blesser. Enfin, la situation économique ne justifie absolument pas l'ouverture d'une succursale. Mais le Conseil général, dans sa grande sagesse, sans dire que l'empereur portait un grand intérêt à la Corse, a accepté l'ouverture de la succursale de Bastia.